Sandrine, merci vraiment beaucoup d'être là. Ça me touche beaucoup. C'est exactement comme ça que je me l'étais imaginé, en fait, avec tous vos beaux visages. Un remerciement, il y a des remerciements dans le livre, certainement. Un remerciement aux presses de l'Université de Montréal qui m'ont accompagnée dans mon premier livre. Merci à Nadine et à Sylvie, avec qui j'ai travaillé de plus près. C'était une première expérience avec des moments plus faciles, des moments plus challengeants, en fait, pour moi, en tout cas de mon côté. Puis j'ai été très bien accompagnée, je dois le dire. Je le suggère à tout le monde. Voilà, merci beaucoup d'avoir cru dans le projet, en fait, dès la première soumission, en fait, puis de m'avoir accompagnée. Je suis très, très, très fière, en fait. Puis j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Peut-être que vous avez lu des extraits, peut-être que vous allez en lire plus tard. Mais en tout cas, moi, personnellement, jour 1, je suis très, très fière de ce que j'ai fait. Puis c'est grâce, entre autres, au soutien des presses de l'Université de Montréal. Un autre remerciement, bien sûr, à Ersi Contogouris, qui est avec moi aujourd'hui, qui a aussi accepté dès la première minute de venir parler avec moi. Ersi est professeur en histoire de l'art à l'Université de Montréal. On s'est croisés à plusieurs reprises dans des colloques qui avaient une approche féministe des arts. Et puis, je pense que ça l'a cliqué. Fait que je suis vraiment contente de partager le stage avec toi aujourd'hui, puis d'entendre ce que tu as à dire, puis qu'on offre en fait ce dialogue-là pour commencer la vie du livre. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment enchantée d'être ici pour lancer ce livre, métaphoriquement, bien sûr, qui est vraiment un livre merveilleux. Je dois vous avouer que je me suis sentie un peu impostrice, quand Julie m'a demandé de participer à ce lancement parce que je suis historienne de l'art, comme elle l'a dit, pas du cinéma. Alors, je craignais d'être un peu en dehors de mes plates-bandes. Mais comme il s'agit d'enjeux féministes qui me sont très à cœur, qui sont au cœur de mes recherches, comme il s'agit de Julie aussi, que vous la connaissez, c'est une force de la nature. Et particulièrement, il s'agit des différentes façons dont les corps des femmes ont été utilisés dans la représentation, dans le cinéma, mais pour signifier autre chose qu'un corps de femme. Donc, pour signifier une sorte d'allégorie, que ce soit la nation, la terre, des notions qui sont abstraites. Et c'est un peu ce sur quoi je travaille aussi du côté de l'histoire de l'art, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, mais c'est intéressant de voir les échos, justement. Mais je ne vais pas vous entretenir de mes trucs XVIIImistes. Je vais vraiment parler... je voulais parler un tout petit peu du livre de Julie, peut-être avant de lui poser quelques questions. Julie, si tu trouves que, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou si tu veux intervenir à un moment donné, sens-toi bien libre, évidemment. En fait, je dois dire d'emblée qu'on n'a pas du tout besoin d'être spécialiste des études cinématographiques pour apprécier ce livre, pour le comprendre. Il est vraiment très accessible. Julie, si vous avez lu d'autres de ses textes, a une écriture qui est vraiment limpide. Elle n'utilise pas de jargon, ou du moins très, 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 très peu de jargon, mais quand elle le fait, elle explique toutes les notions qui sont utilisées. Puis donc, on embarque vraiment avec elle. Ça nous permet de bien suivre son argument. En même temps, ce livre apporte une réflexion qui est vraiment très nouvelle, très intéressante et très convaincante de la façon justement dont les figures féminines dans le cinéma québécois ont participé à des fictions nationales, notamment liées à l'idée de la terre-mère. L'idée de Julie, donc, dans son livre, est qu'il y a de longue date une association entre la femme et la nature, d'une part. On peut penser aux déesses, Gaïa, Rhea, etc., Déméter, et la femme et la nation, d'autre part. Et là, on pense à Marianne pour la France, Britannia pour l'Angleterre ou autre. En ce qui a trait à l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de gravures dès le XVIe siècle où on voit l'Amérique qui est représentée en femme amérindienne, qui est allongée, couchée, assise par terre dans une forêt luxuriante, comme nous dit Julie, et qui accueille l'Européen, d'accord, qui va venir sur ces terres. Et là, on pense à toutes ces espèces de métaphores comme la Terre Vierge, le Nouveau Monde, ou pour donner une idée de la prégnance vraiment de ces idées. Donc, c'est le pouvoir fécond de la terre, le pouvoir fécond de la femme aussi, qui est la clé qui lie ces deux notions-là. Et c'est ça qu'elle étudie dans son livre, et qu'elle étudie la façon dont ces fictions se déclinent dans le cinéma québécois.
Elle note que la particularité de l'histoire du Québec, et ici je la cite, c'est son passé agraire, son rapport complexe avec son territoire et la colonisation de celui-ci, ainsi que ses tiraillements entre nationalisme et féminisme. Ça vous donne une idée de la clarté de son écriture. Donc, c'est ces particularités de l'histoire du Québec qui lui confèrent un aspect particulier à la façon dont la fiction terre-mer va se décliner. Et là, elle nous emmène, c'est un carnet de voyage, elle nous dit, elle nous emmène dans les différentes façons dont ça se décline en rapport avec les changements religieux, sociologiques, politiques, culturels qu'il y a au Québec. Donc, il n'y a rien de fixe dans la façon dont cette terre-mer se décline. Ça va changer au fil du temps. Et donc, elle part dans 3 chapitres. Et chacun des chapitres va prendre une notion et elle va utiliser 3 films pour analyser cette notion, pour montrer comment ça se passe. Dans le premier, c'est la femme terroir. D'accord? Donc, on peut penser vraiment, et on est là dans le Canada français, on n'est pas encore au Québec. Donc, elle part avec Maria Chapdelaine et avec Un homme et son péché, et montre la façon dont ces romans vont être adaptés pour le cinéma. Dans le deuxième chapitre, c'est la femme nation. Et je voulais aussi, en fait, souligner la grande qualité des citations que Julie choisit pour soutenir son argument. Elle commence, en fait, si je me permets de lire, elle commence son chapitre avec une citation de Jacques Godbout, de 1971, en parlant de la femme nation, qui écrit « Tous les écrivains du Québec couchent avec la même fille qui s'appelle Nation. Mais cette fille n'a pas de maison. C'est pourquoi on dira de celui qui veut devenir écrivain qu'il est un pionnier. Comme les pionniers, il lui faudra simultanément construire la maison et baiser la fille. Installer l'eau courante, l'électricité, couper le bois, comme tout faire. Ce qu'un jeune écrivain québécois devrait savoir, c'est qu'il ne pourra exercer sa sexualité de façon normale tant qu'il ne vivra pas dans un pays normal. » D'accord? Donc là, avec une citation comme ça, on commence le chapitre, on est comme blanc, tu rentres dedans. T'as aucun autre choix que de vraiment suivre et d'être convaincu dès le début de tous les enjeux que ça représente. Pas seulement ceux dont parle Julie, mais d'autres choses aussi, d'autres questions qui viennent à la tête, comme quand on voit la femme comme ça, que son rôle est lié à ces choses-là, ou en fait qu'elle n'a pas de rôle autre que d'être découverte et de devenir une maison habitable. Il n'y a pas de place pour les femmes créatrices. C'est l'écrivain homme, c'est le pionnier homme. Il n'y a pas de femme qui est là. Je ne veux pas trop... Donc là, les 3 films dont elle parle dans ce chapitre-là, c'est Valérie de Denis Héroux en 1968, Québec, My Love de Jean-Pierre Lefebvre, 1969, et La vraie nature de Bernadette, 1972, de Gilles Carle. Donc 2 films avant, un film après la crise d'octobre, vraiment à un moment charnière de l'histoire du Québec, de l'histoire du mouvement nationaliste au Québec et aussi du mouvement féministe. Et elle démontre vraiment de façon très très convaincante la façon dont ces 2 mouvements sont intimement liés au Québec. Dans le 3e chapitre, ici, c'est la femme nature. Et Julie démontre comment, avec les théories écoféministes, et la nouvelle mouture des théories écoféministes des années 1990-2000, la femme nature devient une figure active qui tire sa force, son pouvoir et son agentivité de son lien privilégié avec la nature. Donc ici, le lien de la femme avec la nature qui, peut-être au début, dans la femme terroir, c'est la source de son oppression. Ici, ça devient la source de son pouvoir. Et donc, on voit vraiment les différentes déclinaisons de cette terre-mère qui est le sujet du livre. Et là, elle analyse les films À l'origine d'un cri de Robin Aubert, puis La turbulence des fluides de Manon Briand et Mariage de Catherine Martin. Avec ces 2 derniers films, finalement, on a les réalisations de cinéastes femmes. J'ai un tas de questions à lui poser, c'est toujours un signe qu'un livre est intéressant, quand on a comme ça suscite une tonne de questions. Mais il y a une couple de choses que je voulais dire juste avant. Une des grandes richesses du livre, c'est un livre qui est très court, c'est quoi, 130 pages avec des images. Toujours important pour une historienne de l'art. Qui se lit facilement et qui est très riche.
une des qualités, une des choses que j'ai beaucoup aimées en tant qu'historienne de l'art et pas de personne en cinéma, c'est qu'il nous révèle des trucs des cinéastes. Elle nous montre comment le cinéma fonctionne. Elle analyse les prises de vue, par exemple, les procédés cinématographiques qui font que les cinéastes nous montrent que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. Et comme ça, on en apprend aussi sur le fonctionnement du cinéma. Et ça, j'ai trouvé que c'était comme une richesse, une plus-value à laquelle je ne m'attendais pas. Nous montre comment les prises de vue, le choix de la musique, il n'y a rien qui est anodin. Dans son deuxième chapitre, donc, par exemple, Julie analyse les façons dont Héroux montre le corps de la femme nue dans Valérie, que ce soit dans la scène avec le miroir, par exemple, quand elle se déshabille, afin de permettre aux spectateurs, et là évidemment j'utilise le masculin, le loisir de regarder le corps de Valérie en toute liberté et sans sentir qu'il outrepasse ses frontières. Et elle va vraiment montrer comment marche la caméra, qui est présent dans la scène, qui est absent de la scène pour nous permettre à nous, voyeurs, de ne pas se sentir trop comme un voyeur. Alors Julie écrit que de cette façon, Héroux, et je la cite, instrumentalise la cause de la libération sexuelle des femmes pour justifier la mise en scène de nombreuses mises à nu. Ensuite, le film suivant qu'elle analyse, dans Quebec, My Love, qui est une rétorque au film de Héroux, elle nous montre les outils de Lefebvre cette fois-ci, comment il fait pour subvertir les mécanismes habituels du cinéma, pour déjouer nos attentes et ainsi pour faire un argument contre le film Valérie. Et elle écrit, par exemple, avec un délicieux jeu de mots, avec Quebec, My Love, Lefebvre emprunte directement à Héroux cette association entre corps féminin et nation et la dénude complètement de toute subtilité. Elle continue. Donc voilà, en fait, je te remercie, Julie, de m'avoir donné l'occasion de lire le livre, peut-être de façon un peu plus détaillée qu'on le fait d'habitude. J'ai trouvé que Julie montre de façon vraiment très convaincante que ce sont des fictions, ce sont des constructions, et comment le cinéma fait plus que refléter ces convictions, ces idées-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il participe à leur construction. Et en fait, je voulais terminer juste en lisant la citation de Virginia Woolf que tu as en épigraphe et qui dit en tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne veux pas de pays. En tant que femme, mon pays est la terre entière. Alors, des questions. Est-ce que je commence avec ma lecture d'extrait? Oui. Tant que ça en passe. Oui? OK. Merci beaucoup, merci. C'est un exercice particulier d'entendre quelqu'un parler de son livre comme ça. Ça m'a beaucoup plu. J'aurai la chance de le revoir parce qu'on est enregistré. Donc, en fait, je voulais vous lire un extrait. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'adore les divulgateurs. Donc, je vais commencer par la fin. Donc, je vais vous lire les dernières pages, en fait, les 2 dernières pages de la conclusion, parce que ce sont mes préférés. Donc, voilà, je vais essayer de faire mon possible avec... Est-ce que vous m'entendez bien? Si je parle comme ça, oui, Oh mon Dieu, non. OK, donc... Finalement, on ne peut qu'être interpellé par les propos à la caméra du personnage de Classe Batalo, une femme-nation révolutionnaire dans Ceux qui font la révolution à moitié, n'ont fait que se creuser un tombeau, 2016, Mathieu Denis et Simon Lavoie. Dans ce film, 4 militants dans la vingtaine se regroupent dans un appartement de Montréal 3 années après le printemps érable. Mobilisation charnière qui souleva en 2012 la société québécoise et plus précisément le milieu étudiant contre les hausses importantes des frais de scolarité imposés par le Parti libéral du Québec de Jean Charest. Plusieurs mois après la fin de ce soulèvement social, les 4 révolutionnaires continuent leur lutte qu'ils conçoivent comme inachevée, mais cette fois-ci par une action plus agressive, visant à éveiller le peuple victime, à leurs yeux, d'immobilisme. Racontée dans le désordre chronologique au moyen de tableaux narratifs, cette œuvre suit chacun des protagonistes dans son cheminement, des origines de ses frustrations en passant par sa prise de parole. Ses créations politiques, mais aussi les risques, les paradoxes et les enjeux de leur posture de révolutionnaire. Les monologues de chaque protagoniste face à la caméra font partie des moments forts du film. Celui de Classe Batalo, joué par l'actrice trans Gabrielle Bouliane-Tremblay, marque un moment déterminant dans le cinéma québécois. La première scène de nudité complète d'une femme trans dans un long-métrage de fiction québécois. Couchée sur le sol, Classe regarde la caméra perchée au plafond.
Elle récite Fille commando bandée de la poète québécoise Josée Yvon. Entre des phrases comme, je cite, Nous sommes des éventreuses, nous ne prendrons rien de moins que la démesure, et les petites filles bandées dangereuses sèment la mort sur l'autoroute. Fin de citation. Cette femme révolutionnaire se déplace avec des mouvements saccadés qui suivent le rythme des paroles, devant la caméra désormais posée sur le sol. Derrière Classe Batalo, Gutizia, vêtue d'un morceau de drap noué à la taille, seins nus recouverts de peinture, frappe une grande toile de son couteau à peindre. Une toile sur laquelle on dévoile lentement le corps d'une femme, jambes écartées, genoux levés. Classe prendra cette position exacte vers la fin de sa danse, puis elle se dirigera vers son ami, percera la toile là où il y a le sexe de la femme peinte et passera de l'autre côté du mur. Tout au long du film, les cinéastes sondent la place du corps dans une révolution. Le corps devient ainsi un outil politique et parfois même un parchemin de peau humaine sur lequel on écrit littéralement au pinceau rouge. Le corps de Classe Batalo est le support de cette écriture révolutionnaire. Contrairement au corps des femmes terroirs et femmes nations sur lesquels l'homme sujet faisait poser ses réflexions quant aux changements sociopolitiques, la femme révolutionnaire de ceux qui font la révolution à moitié permet au corps féminin actif de se réinsérer dans l'écriture politique. Nue devant la caméra, l'actrice Gabrielle Bouliane-Tremblay est forte, son corps solide, ses mouvements fluides. Lorsqu'elle brise la toile qui la représente pour passer de l'autre côté du mur, c'est aussi la caméra qu'elle apporte avec elle dans ce monde nouveau du cinéma québécois. Ces personnages récents veillent sur les territoires de la création artistique. Elles veillent telles des femmes sentinelles. Mais en fait, que peuvent ces figures féminines du cinéma? Il nous faut alors les comprendre l'apparition de ces corps en performance comme des voix féministes qui s'élèvent dans l'imaginaire collectif, comme des points de lumière filés dans une nuit trop longue. Certes, chacun a son propre combat, des armes différentes, mais elles protègent toutes le même front, la place des femmes dans les fictions nationales québécoises. Le personnage de Québec, en couverture de ce livre, avait commencé la ronde de vigile. Depuis, plusieurs ont pris le relais. Bravo. Je vais peut-être commencer avec la question générale. Si tu peux nous parler un peu de la façon dont tu es venu à ce sujet ou ce sujet est venu à toi. Oui, merci. Ah oui, en fait, c'est lors d'un séminaire à l'Université Concordia, donc en 2008-2009, il y a quand même 10 ans, il y avait une série qui s'appelait, une série documentaire qui s'appelait Cinéma québécois. Puis, dans cette série-là, en fait, puis c'est comme ça que je débute le livre, en fait, justement au conseil de mon éditrice, que je débute le livre avec cette citation-là, où en fait, ce moment du documentaire où est-ce que, en fait, back à back, on a Denis Héroux qui parle du fait que Valérie exploite ses ressources naturelles comme le Québec de l'époque. Et puis, au montage, on coupe directement Jean-Pierre Lefebvre qui explique sa colère, en fait, contre ces films de fesses-là, qui, justement, utilisaient les corps féminins pour parler de manière plutôt dans plusieurs des cas, de manière hypocrite, en fait, de cette libération sexuelle des femmes, analogie de la libération nationale à l'époque. Donc, à partir de là, ça a été... c'est sûr que c'est resté dans ma tête. Puis après ça, le désir d'écrire une thèse à ce sujet-là, puis de la publier par la suite. C'est vraiment un moment fort du livre, là, parce qu'on sent ta colère à toi envers le film Valérie. Et puis, il y a une couple de citations, il y en a une de Jacques Godbout aussi, qui sont vraiment renversantes, qui montrent comment on pensait aux femmes à cette époque-là. Mais en même temps, le fait que Lefebvre, et puis ça, j'apprécie beaucoup, que c'est pas noir et blanc, là, c'est pas séparé, et qu'il y a des hommes alliés qui sont représentés dans le livre, et Lefebvre en est un. Et je me demandais, parce que ça montre que les hommes qui étaient les créateurs, la grande majorité des créateurs avaient le choix à ce moment-là, et je me demandais s'il y avait des femmes aussi qui s'élevaient contre ce que faisait, contre cette vision. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, moi, c'est sûr que je me concentre sur les longs métrages de fiction. C'est le corpus que j'ai choisi. Faut savoir que quand Jean-Pierre Lefebvre fait cette colère-là, il n'y avait encore aucune femme qui avait réalisé de film, qui avait réalisé de long métrage de fiction. C'est hyper tard
pour une cinématographie nationale en 72. Donc, Mireille Dansereau qui fait le premier long-métrage de fiction. Avant, il y avait Le très beau demeure en fille d'Anne-Claire Poirier qui est un documentaire en 69. Mais en fait, Mireille répond pas directement en 72 à cette figure-là qui est encore bien présente. C'est la vie rêvée, ces deux femmes qui vivent leur sexualité et leur relation amoureuse à leur façon. C'est un très beau film. Mais Anne-Claire Poirier, en fait, je l'ai noté ici, oui, en 74, dans Les Filles du Roi, va vraiment reprendre littéralement la figure de Valérie, donc Danielle Ouimet, qu'elle va mettre sur une plateforme, qu'elle va le faire tourner sur elle-même, qu'elle va démomifier, en fait, qui est un très beau moment. Et en voix off, on entend la cinéaste dire... je suis pas sûre si c'est la cinéaste, je vais pas dire ça. Mais en voix off, on entend, en fait, « C'est moi, Valérie, regarde-moi dans les yeux. Je suis une mère, je suis une fille, je suis une sœur. » Donc, il y a des femmes qui ont certainement répondu à cette figure-là. Or, j'ai fait ce choix-là, en fait, parce que ça parle aussi du moment du moment de la cinématographie nationale où est-ce qu'on pouvait faire des films dans l'urgence. Jean-Pierre Lefebvre a le temps de répondre dans quelques mois, en fait, après la diffusion et l'immense succès, le plus grand succès au box-office à l'époque, c'était Valérie. Et il a le temps de répondre à ce sujet-là. Je pense que j'ai Les Filles du Roi que je mentionne brièvement, mais qui portent sur plein d'autres figures, notamment la figure de la Fille du Roi aussi, mais qui, justement, se termine, ou en tout cas, c'est l'avant-dernière scène, termine sur cette figure cinématographique-là. Donc, oui, il y a des femmes qui ont réagi à cette figure qui était en fait le symbole de ce lien femme-nation. On dirait qu'il y a une sorte, les femmes, comme dans Maria Chapdelaine, elle a une sorte d'agentivité dans quel choix elle va faire, qui elle va choisir comme homme, et ça lui donne un pouvoir sur la création du pays, ou la formation du pays à partir de maintenant. Est-ce qu'elle va aller avec, comment il s'appelle, Paradis, ou est-ce qu'elle va rester... Ouais, c'est ça. Mais finalement, dans le roman, le choix est fini par être fait pour elle. Ouais. Mais est-ce que c'est un faux choix ou est-ce que c'est un vrai choix et puis moi à la dernière minute change d'idée, ou comment est-ce que tu vois ça? Ben en fait, il y a plusieurs niveaux dépendamment des adaptations. Je le mets en note de bas de page encore une fois là, mais il va y avoir le roman Démon qui va justement parler de ce choix-là, où en effet, là, elle n'a pas une grande palette de choix. Et par la suite, il va y avoir en 73, Karl va passer par la mort d'un bûcheron, qui va être une adaptation, mais complètement libre, où est-ce que justement, peut-être il annonce un peu cette vision-là qu'il y a du roman de Maria Chapdelaine, là. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Marie Chapdelaine. Et puis, à la fin, elle décide justement, encore une fois, dans une voix off, Carole Laure dit « J'ai pas le goût de choisir, ou si je vais choisir l'université. » Il faut savoir que c'est une transposition dans le contemporain aussi. Mais à la fin, ce que j'aime, en fait, de l'adaptation de Gilles Carle en 83, c'est que justement, il va montrer... il va vraiment mettre en lumière ce faux choix-là, en fait, qui est imposé à elle et par les hommes et par la religion, en fait. Qu'on avait un peu, comme tu le soulignes bien, en fait, qui était un faux choix. Karl va le garder dans son adaptation de Maria Chapdelaine en 83, mais va vraiment l'exposer pour ce qu'il est. Les personnages, par exemple, le personnage du curé à la fin, là, je pense que je découpe cette scène-là de manière assez explicite pour vraiment voir comment est-ce que Karl passe à travers le langage cinématographique des messages assez précis sur justement ce roman de la Terre-là qui est tellement présent, puis qu'on a imaginé comme Maria qui a avec ses choix, parce qu'on le nomme que c'est ses choix, mais en fait, est-ce qu'elle en a vraiment? Donc, oui, voilà, c'est ce qui m'intéressait dans... oui. Et puis, Karl introduit une présence autochtone aussi. Oui, dans son film. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on a, du mieux qu'on a pu, là, on a fait vraiment 2 tableaux comparatifs, en fait, avec ce qui est dans le roman, et ce qui est en voix off au début. Donc, ben, en fait, je l'ai pas en tête complètement, mais il va, oui, en effet, donc, plutôt que d'écrire d'un point de vue, justement,
excuse-moi, je vais juste me replonger dedans. D'un point de vue des colons canadiens-français qui sont arrivés à ce moment-là, nous sommes venus il y a 300 ans et tout ça, il va garder ce point de vue-là, mais plutôt que de dire, bon, là, je vais le citer, nous sommes venus il y a 300 ans et nous sommes restés. Ceux qui nous ont menés ici pourraient revenir parmi nous sans amertume mais sans chagrin. Qu'est-ce que je souligne aussi? Voyons, excuse-moi, merci. Nous avions emporté dans nos poitrines le cœur des hommes de notre pays. Plutôt, Gilles Carle va réinsérer à travers ça. Nous sommes arrivés au pays des gens qu'on a rapidement appelés les sauvages, en fait. Donc, justement, pour réinsérer la présence autochtone et pas juste avoir la lumière sur les colons canadiens français, en fait. Puis plutôt, je sais pas, en fait, si c'est intentionnel, mais il y a beaucoup de mots comme « nos pères sont restés ». Il va changer ça par « nous sommes restés » aussi, justement pour inclure davantage peut-être pas juste les hommes, mais les femmes aussi qui sont arrivées dans ce pays-là. Puis justement, Maria qui va arriver, en fait, dans le roman, elle arrive pas du tout, elle arrive, on la voit apparaître à sa mère, et puis dans le film, elle va arriver en fait par bateau, comme une fille du roi aussi. Donc on va réinsérer justement des nuances comme ça, qui je sais pas, en fait, faut savoir que c'était une commande de production, là. Gilles Carle faisait à sa tête, bien sûr, il allait insérer des petites pistes ici et là, mais c'est des petites subtilités, je pense, qui sont vraiment importantes dans ce film-là, notamment pour la représentation des Autochtones, la présence des Autochtones, qui vont être aussi plus présents dans le film, il va y avoir des personnages autochtones, puis aussi juste la présence de la femme aussi. Oui, merci. Je me demande si... Ouf, j'en ai tellement. Quand tu parles d'écoféminisme, tu montres vraiment la façon dont la déesse Déméter est utilisée, ce qu'elle représente dans la pensée féministe, écoféministe. Et je me demandais, est-ce que... parce que tu parles pas vraiment de la troisième vague du féminisme, et je me demandais comment est-ce que ça vient influencer l'écoféminisme, comparé à l'écoféminisme des années 70, des années qui est pas mal différent, je pense, de celui d'aujourd'hui. Ben oui et non, en fait, parce que selon moi, le côté intersectionnel, justement, de l'écoféminisme, c'est justement de penser ces luttes-là ensemble, ou ces formes d'oppression-là ensemble, du moins. Donc, à la fois la lutte écologique puis la lutte féministe. Donc, pour moi, j'ai pas fait de distinction vraiment entre, par exemple, quand je cite Françoise Daubonne, dont Nicolas qui travaille ici est un très grand spécialiste d'ailleurs, Françoise Daubonne des années 70, puis non plus des années 80-90. On a eu plusieurs reproches par rapport à l'essentialisme de cette théorie-là. Pour moi, c'est sûr que j'ai sélectionné les endroits où est-ce que, selon moi, c'est moins problématique. C'est moins problématique à ce niveau-là. Aussi, en fait, moi, pour qu'est-ce qui avait été, parce qu'on en a parlé aussi à ma soutenance de thèse, justement, ce côté essentialiste-là qui a été reproché avec raison à l'écoféminisme, certainement. Moi, c'est davantage les représentations, en fait. C'est cette lunette-là écoféministe à travers laquelle on peut penser ces figures-là qui associent femme et nature. Puis après ça, quand j'entre dans, en fait, des figures qui sont pour moi plus agentives ou plus positives, le lien avec la maternité est peut-être moins là. Puis peut-être que ça peut amener à ton autre question, mais qui est plus le côté de la sorcière, en fait. Qui est plus le côté du lien avec la nature à cet effet-là, et non avec, par exemple, justement, la grossesse et la maternité, qui seraient peut-être plus des approches essentialistes qu'on a reprochées à l'écoféminisme. Est-ce que tu peux parler un peu plus de la sorcière? Oui, ben en fait, vous voyez bien que ça se prépare une discussion comme ça. J'ai eu certains points de RC qui a été assez gentil de me partager ça avant et tout ça. Puis plusieurs choses que tu as soulevées aussi m'ont fait réfléchir. En fait, la figure de la sorcière qui est une figure importante, de plus en plus importante, mais quand même depuis longtemps dans la pensée féministe. La sorcière est très présente, par exemple, dans Mariage. On a souvent vu la sorcière comme une figure de résistance
pour moi, dans Mariage, il y a cette belle subtilité-là. En fait, j'ai fait quelques entrevues pour le livre, notamment avec Catherine Martin, qui me disait en fait que c'est venu tout naturel, sorcière ou non, dans les espèces de carnets de paroisse qu'elle a. Donc, je suis allée à la source pour savoir où est-ce qu'elle était allée chercher ces personnages féminins-là. Puis, c'est vraiment, en fait, notamment un carnet qui s'appelle Ma paroisse Saint-Jean-Port-Joli, qui parlait justement des guérisseuses ou des femmes qu'on appelait les avorteuses à l'époque, parce que dans le mariage, il va y avoir un avortement par des herbes, il va y avoir certainement des incantations d'amour et tout ça, mais c'est une figure de sorcière. Premièrement, si elle résiste à quelqu'un, c'est sa sœur. Donc, on n'est pas dans la figure classique peut-être de la sorcière comme elle est utilisée. Sa sœur qui s'oppose, qui veut la rentrer absolument au couvent et tout ça, et alors que le personnage de Yvonne préfère aller en forêt et justement vivre sa vie de cette façon-là. Donc, je pense que naturellement, je l'ai pas... L'entrevue que j'ai eue avec Catherine Martin a influencé la présence de la sorcière dans mon analyse parce qu'elle n'est pas venue de cette façon-là. Moi, j'ai accueilli l'entrevue de Catherine comme Catherine a accueilli ces histoires-là dans les livres de paroisse, en fait, puis juste les traiter naturellement comme ça. Puis après ça, je pense que le lecteur peut réutiliser aussi partir de mon analyse que je fais, en fait, de cette femme-là et de sa relation à la nature et à la médecine aussi, notamment par les herbes. Puis après ça, en découler peut-être, si vous avez des questions par rapport à ça, ou peut-être entendre toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette figure-là de sorcière, mais qui n'est jamais vraiment nommée de cette façon-là. En fait, moi, c'est juste parce que je l'ai lu quelques jours après l'Halloween. Puis, en fait, j'avais entendu une émission à la radio qui parlait, il y avait 2 sorcières qui étaient interviewées, donc 2 femmes qui pratiquent la sorcellerie. Et c'est pour ça, en fait, c'est vraiment venu chercher, parce que c'était vraiment très de ce que je venais d'entendre. Mais ça a l'air niaiseux comme ça, mais en fait, c'était une discussion vraiment intéressante justement sur le pouvoir, la spiritualité qui vient de ce lien avec la nature, au-delà, et le fait d'embrasser vraiment ce qui a avant été dit comme étant une limitation. De dire non, c'est pas une limite, c'est en fait ce qui me donne mon pouvoir, que je trouve qui est intéressant et justement qui ressort dans Mariage. En fait, et le fait que Mariage s'est fait par une femme cinéaste, est-ce que le fait qu'il y a de plus en plus maintenant de femmes réalisatrices, est-ce que ça joue un rôle dans ces visions plus positives de femmes plus fortes par rapport à leur lien avec la nature? Oui et non. En fait, pour le lien avec la nature, c'est difficile à dire, en fait. La note que j'avais prise pour cette question-là, c'est justement, comment je pourrais dire? Un des points que j'ai sur lequel, pas j'ai hésité, mais que je pense qu'il est peut-être le plus ambitieux du livre, c'est justement dire que le premier long métrage de fiction féministe a été réalisé par un homme. Après ça, je termine aussi par une première nudité de femmes trans réalisée par 2 hommes aussi. Par rapport au lien avec les personnes, toujours, on parle de la même façon, les personnes s'identifiant comme femmes, qui auraient un lien plus près avec la nature, donc qui réaliseraient peut-être des fresques cinématographiques plus en lien avec la nature, c'est plus difficile pour moi à dire. C'est sûr que par la sélection, si on regarde 2 films sur 3 sont réalisés par des femmes, c'est les films que j'ai choisis. Mais je pense pas, en tout cas, j'ai pas construit ce livre-là de cette façon-là. Après ça, c'est sûr qu'on peut juste être enthousiaste par rapport aux mesures qui ont été prises pour la parité aussi, qui va arriver donc qui ont été prises dans les 2 dernières années, donc ça prend du temps à réaliser un film, qui vont arriver là bientôt, on va voir les fruits de ces politiques-là très bientôt. J'aurais tendance à dire que oui, mais c'est certainement pas systématique. Puis je pense que c'est la posture que j'ai prise dans le livre. Ouais. Et si tu pouvais, s'il y avait des changements, si tu pouvais changer quoi que ce soit, ajouter quoi que ce soit, faire un petit rewind. Où est-ce qu'il est parti? Papa. En fait,
j'avais commencé par rien, parce qu'on m'a aussi suggéré de ne pas le réouvrir. Donc, la copie finale était en septembre, et puis je l'ai réouvert avec beaucoup de bonheur. Là. J'ai pas, comme je vous dis, j'assume que je suis fière de ce que j'ai fait, puis je suis prête à le défendre. La seule chose, c'est certainement un film qui est beaucoup, qui est très présent aujourd'hui, puis qu'on va aller voir, Max et moi. Les salopes et le sucre naturel de la peau, que j'aurais voulu voir, en fait, pour parler justement de cette discussion-là avec la sexualité des femmes et la représentation de la sexualité, là, que j'aurais voulu ajouter en conclusion. J'ai commencé certaines démarches pour avoir le film, mais il était présenté au TIFF, là, au Toronto International Film Festival, fait qu'il était sous embargo. Donc, j'ai pas pu le voir, j'ai pas pu en parler, fait que j'ai bien hâte qu'on aille le voir. Puis, mais sinon, ça aurait été ça, en fait. Peut-être, je regrette rien du livre, je regrette juste que René Beaulieu l'ait pas sorti 6 mois plus tôt. Sinon, parce que j'aurais voulu en parler dans le livre. Et alors, les prochains pas, what next? Qu'est-ce qui se passe? On écrit un livre, toi et moi, sur la sorcière dans le cinéma. Ok, je savais pas. Je l'apprends. Le scoop. Non. Mais peut-être, en fait, je voulais aller voir les notes que j'avais pris un peu. C'est sûr que j'aimerais ça voir peut-être pas un livre complet là-dessus, parce que, bon, il faut savoir que moi, quand j'enseigne le cinéma québécois aux étudiants, je leur présente les fictions nationales comme quelque chose dont on peut se revendiquer. Donc, moi, je me revendique des fictions nationales québécoises. Mais, par exemple, travailler en partenariat avec quelqu'un sur des cinématographies comme le cinéma irlandais aussi, qui a une très grande présence d'une terre-mère. Donc, peut-être écrire un article à cet effet-là, là, si on regarde vraiment en lien direct avec le livre. Ou le cinéma cubain aussi, qui a un très beau film, Lucia, de 68, qui parle justement d'un triptyque de 3 femmes. Puis justement, aller voir si mes figures que j'ai proposées dans ce livre-là peuvent être retravaillées avec d'autres cinématographies nationales de ce côté-là. Puis, bien sûr, le cinéma autochtone au Québec, travailler avec une chercheuse autochtone pour peut-être voir, en fait, quelle est cette présence, en fait. Je connais Louise Vigneault, notamment, ta collègue, m'avait parlé de la légende de la tortue, en fait, sur lesquelles le début de la Terre, sur le dos de la tortue, qui est la terre-mère, en fait. Je voudrais aller travailler, si quelqu'un est intéressé à travailler avec moi, avec quelqu'un, une personne autochtone qui voudrait justement voir comment est-ce que ces concepts-là, les nuances, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis aussi continuer la discussion sur sur la cinématographie nationale autochtone à cet effet-là. Et ça, c'est mes petits rêves de ce côté-là. Je vais le laisser décanter un peu, puis après ça, peut-être repartir de ce côté-là. Mais clairement, un livre sur la sorcière avec toi dans l'art québécois, ce serait bien. Voilà, l'invitation est lancée. Okay. On se rencontre ici dans 3 ans. D'accord, ben merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou... Voilà, une question. De façon plus informelle. Pardon? Mais oui, on peut continuer à placoter de toute façon avec un verre de vin, mais... Merci vraiment d'être tous là, en fait. C'est vraiment... Merci beaucoup.